And his first pitch was not great. Just a bit outside. Take the mound. This is first pitch. Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB, hebdomadaire français, je sais même plus l'ordre. Le podcast français hebdomadaire MLB, le podcast MLB français hebdomadaire. Enfin, ça doit être un truc comme ça. En tout cas, prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch. Voilà, le podcast de MLB. Ouais, en français, ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et une fois n'est pas coutume, nous sommes 3 sur le plateau, en direct. Nous avons Jérémy, qu'on a invité dans son podcast. Comment tu vas, Jérémy? Ça va, un peu fatigué. J'ai passé une nuit de merde au travail, mais bon, ça va. Je suis là avec vous. On va bien s'amuser aujourd'hui. Ouais. Et from Philadelphia, Pennsylvania, nous avons Alexis avec nous. Comment ça va, Alexis? Salut, ça va très très bien. Écoute, on est sur. De notre côté, on est sur 15 victoires en 17 matchs. Donc, écoute, que demande le Non. peuple? On te demande toi comment tu vas, on te demande pas ta Ah franchise. non, moi ça va, ta tranquillement. franchise Les beaux jours commencent à arriver aussi ici. Bah, après, moi, pendant 6 mois, mon humeur dépendait des Yankees quand même beaucoup. Donc, c'est un facteur important. Ouais, certes, mais bon. Non, on ça peut- va, on a une commence. émission pour parler du baseball. Quand on te demande ça va pas me raconter. Ouais, ça va. Si. Et Volpi est en AAA, ça va très très bien. Ça, Oui, c'est il une reste- bonne nouvelle. Voilà. Il reste Et- là. Je me fous de sa gueule, mais en ce moment, je dois être pire que lui. Bon, on commence cet épisode. Il n'y a même pas de fil conducteur, il n'y a rien du tout. Allez, si, on va faire les séries, les news, les séries de chacun, et puis un point classement. Et puis après, Alexis, tu nous raconteras ton expérience justement chez les Pinstripes. Ah oui, c'est vrai. Un petit peu comment ça s'est passé. Et puis on vous fera une équipe rapide de nos équipes AL et NL du mois d'avril. Et puis comme ça, vous pourrez, on prendra note et puis on vous mettra tout ça sur les réseaux. Et puis vous nous direz si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Ou quelle équipe vous plaît le plus. Voilà. Allez, on est parti. Les news. Let's go. Qui a des news déjà là? Personne. Bah, la première news, je pense que c'est. La grosse news, c'était la blessure de Tarik Skubal. Je pense que cette semaine qui est tombée. Super, j'ai dit que j'allais le faire. Merci, c'est sympa, mais vas-y, Oh, continue. bah attends, on parle, on discute. Bah après, vas-y, si t'as des infos, mais c'est quand Moi, même je la croyais que grosse tu allais news. me parler de ton club, là, parce qu'il s'est passé quelque chose dans ton club, quand même, d'intéressant. Non, une mauvaise nouvelle, une sad news. Oui, bah on comme peut en dit. parler. Si vous voulez, on commence par ça. Mais oui, du coup, on a appris, c'était hier matin, il me semble, du coup, la mort de John Sterling. Donc, pour ceux qui ne suivent pas les Yankees, peut-être que vous ne savez pas qui est John Sterling, mais c'était l'annonceur, le play-by-play annonceur à la radio depuis entre 1989 et 2024. Donc, quand même, un bon bout, bonne carrière pour lui. Il avait pris sa retraite. Je crois qu'il avait pris sa retraite une première fois en 2023. Il était revenu pour faire la route vers le World Series des Yankees en 2024. Donc, il avait commenté les matchs du World Series pour la radio locale. Il avait commenté, je crois, c'est plus de 5000 matchs en tout, 5000 consécutifs entre 89 et 2019. Donc, c'est quand même un monument chez les Yankees. Donc, du coup, il est décédé à l'âge de 87 ans hier. Et grosse émotion quand même chez les Yankees qui vont porter un patch à partir de lundi prochain pour honorer du coup sa mémoire. Et puis je pense que on a vu le match hier s'est terminé. Il y a eu déjà Michael Kay qui fait le même call que celui que John Sterling faisait à la radio sur le home run de Judge. Donc c'était assez sympathique. On a vu aussi beaucoup d'annonceurs radio qui aussi faisaient un peu des calls de home run à la manière de John Sterling. It is high, it is far, it is gone. Ce fameux call. Ouais. Et on a pu aussi entendre le fameux. C'est de lui dont vient le fameux The Yankees win.
que Big Papi transforme assez avec humour en The Yankees lose à chaque fois qu'on perd en playoff. Donc voilà, John Sterling, repose en paix, John. C'est beaucoup de souvenirs. Il avait un call de home run particulier pour chaque joueur. C'était vraiment une légende à ce niveau-là. Ouais, comme quoi l'annonceur fait partie intégrante en fait du club et de l'âme des équipes, parce qu'on l'a vu quand l'annonceur des Brewers, j'ai perdu son nom, est décédé aussi. C'était aussi une marque Ouais. importante. Bon, allez, tu l'as dit, à moins que Jean-Michel. Oui. T'as une news toi ou pas? On peut dire qu'il y a 3 jours, le numéro 51, 2 fois a été retiré à Seattle, C'est vrai. avec Randy Johnson et Ichiro Suzuki. Une très belle cérémonie de retrait de numéros. Donc il y a 2 numéros 51 au stade à Seattle. Assez improbable et assez sympathique. Ah, ça va, tu t'es fait une Tommy John. Ah merde. Là, j'ai mimé la Tommy John. C'était un moment très radiophonique. Ouais, voilà pour cette news quand même de retrait de maillot. Et autre petite news que j'avais vue cette semaine, il y a le lanceur des Pirates, Chris Devinsky, qui a été quand même suspendu pour avoir lancé volontairement sur le joueur des Reds, Sal Stewart. Il a écopé, alors là je viens de voir, de 2 matchs de suspension. Ouais, j'avais qu'un match ce matin. Un lance. Ouais. Ah bah, tu vois, c'est passé à 3, à 2 et là à 1 apparemment. Voilà, donc ça descend à chaque fois. Comme d'hab, hein, Alexis. Hein. En vrai, c'est toujours un peu les sanctions sur les pitchers, c'est un peu bizarre parce que c'est facile de contourner un peu au niveau de leur utilisation, quoi. Par exemple, Ouais. pour les starters, si tu les suspends 2 matchs, c'est un peu inutile parce que c'est 2 matchs d'équipe, donc Oui. ça sert à rien, quoi. Il y a le lancer volontaire, voilà. Quelle est comment dire, le cahier des charges de ça, quoi. Alors hier soir, on peut dire que Framber Valdez a lancé volontairement sur Trevor C'est Story, les débats, quoi. alors que lui, il a dit non, c'est pas mon style du tout de faire ça. Bon, c'est qui ment. C'est très son style. C'est très son En style. plus, c'est très son style. Ouais, c'est ça. Ouais, après, c'est de l'interprétation, je pense, avec le contexte du match. Là, pour Valdez, il sort de 2 home runs coup sur coup et comme par hasard, sur le premier lancer Oui. de l'at-bat suivante, Ouais. il l'envoie dans le dos, bien dans le dos en plus de Trevor Story. Bon, c'est quand même, quoi qu'ils disent, c'est pas non plus, on n'est pas non plus idiot, quoi. N'empêche qu'il a gardé son calme. Il était là en première, tranquille. Bon, par contre, après, Wilson Contreras, il est quand même monté au créneau. Et ça s'est vidé un petit peu, voilà, histoire d'échanger quelques mots, quoi. Voilà. Mais ouais, voilà les 2 petites news de mon côté. Ouais, sinon, la grosse news, tu t'en as parlé à Alexis. C'est le double Cy Young, l'ace absolu. Tarik Skubal out, opération du coude. Alors pour l'instant, il n'y a pas de timeline claire. On est pour probablement 2 à 3 mois minimum avant qu'il se fasse opérer. Donc, et surtout, c'est des signaux qui étaient présents depuis quelques semaines, moi je trouve, parce que il y a le shaking du bras, tu le voyais qui secouait un peu le bras, des sensations bizarres, une adaptation un peu douce en début de match. Le vrai sujet pour moi, c'est Détroit en fait. C'est parce que la question, elle n'est pas juste médicale et de la blessure, c'est plutôt structurel. Les Tigers ont reposé énormément sur lui, notamment l'année dernière, on s'en rappelle. La rotation, là, elle est fragilisée, mise out. Il y a 14 joueurs sur la hail. Le bullpen, il est franchement bancal. L'année dernière, quand ils ont voulu renforcer la starting rotation, on avait bien rigolé avec Jérémy des trades qui avaient été faits pour rajouter du starter. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais. C'était pas terrible. Et je pense qu'il y en a eu 2 ou 3 qui se sont fait virer en cours de saison. L'offense qui n'est pas très régulière. Donc, Skubal, c'était le système, en fait. Ouais. Après, l'avantage là, c'est que du coup, ils sont dans une division qui est un peu pue, quoi. Du coup, même s'ils sont en bilan négatif, il y a quand même moyen de peut-être surnager et s'en sortir. Mais c'est vrai que ça
c'est compliqué. C'est même aussi compliqué pour Skubal de manière personnelle parce que c'est son année agent libre. Et du coup, ça va être des grosses conséquences aussi pour lui de comment ça va se passer pour les négociations de son contrat à l'intersaison. Oui, si Parce on rentre en que plus là-dedans, parce qu'on se rappelle qu'il y a eu l'arbitration. Bref. c'est ça, c'est ça. Donc du coup, ça a aussi des conséquences un peu pour lui. C'est le mauvais timing pour la blessure, quoi. Parce que du coup, c'était l'année où il fallait être quand même solide. S'il remportait un triple Cy Young, s'il faisait le three-peat, c'était des millions et des millions en jeu. Là, à quel point ça va impacter les négociations cet hiver, quoi. Ouais. Et puis tu regardes ces dernières années, c'est une charge énorme sur les Aces dans à peu près toutes les équipes. Des vitesses qui sont, on l'a déjà dit, des vélocités, etc., qui sont assez constantes. Il y a peu de marge de gestion parce que finalement, il y a peu de joueurs capables de faire ça. Enfin, il y en a beaucoup, mais il y en a peu dans la même équipe. Skubal, c'est retour de blessure en 2022 quand même, montée en puissance rapide et un rôle de leader absolu. Donc voilà, une surcharge qui a été quand même pas mal, pas mal. Oui, Jérémy, vas-y. Là, on va revoir encore on l'a déjà vu depuis le début de saison, mais on va revoir des Tigers bricolés sur du bullpen dès le début du match. Ils vont mettre encore des releveurs, ils vont mettre des releveurs qui vont s'essayer un peu en mode starting pitcher. Et même les starting pitchers qu'ils ont là en ce moment, c'est pas ouf quoi. Le meilleur c'était justement lui, Darius Skubal. Après le reste, on est sur du. Et après il y a Kazemiz, voilà, qui est encore qui peut Ils ont faire fait une quelques grosse matchs, tu vois. signature cet été. Ouais. Ouais. Qu'ils ont signé. Montero, qui est pas trop mal aussi. Montero qui est quand pas même. trop mal aussi quoi. Mais ils ont Mais signé qui cet été? Framber Valdez, c'est ça? Non, on va Verlander parler. aussi. Mais Verlander, il est Et pas là. Justin Verlander aussi. Ouais. Mm. Ouais, il a joué que 3 manches pour l'instant. Ouais. Ouais. Bon, maintenant la question c'est qui sera le prochain? Voilà, Framber va peut-être se faire suspendre. En fait, c'est pas qui, c'est plutôt quand, la vraie question. Moi, je vais prendre deux cas concrets, c'est Paul Skeens et Garrett Crochet. Je vais les comparer. C'est des profils. Skeens, c'est un profil ultra surveillé. L'organisation des Pirates, elle est plutôt prudente et surtout, il est bien entouré. On peut dire que des starting pitchers, il y en a à foison, il y a de quoi faire. Il y a une charge de travail qui est contrôlée, une mécanique qui est propre. Il a une préparation bien huilée. Donc pour l'instant, c'est plutôt une gestion qui est moderne. Donc il y a un risque structurel, certes, qui est présent. Mais ceci dit, pour moi, si je compare à un autre, parce que je vais prendre des Cy Young ou qui sont arrivés dans le premier, je vais prendre un autre gros contrat qui est Garrett Crochet. Et là, pour moi, c'est plus inquiétant parce qu'il y a aussi un historique de Tommy John. Il y a une utilisation qui est plutôt hybride parce qu'il est starter depuis quelques années seulement. Il n'a pas commencé en starter et son volume de jeu, il augmente assez rapidement. Pour moi, il a un profil typique qui peut casser, tu vois. Je lui souhaite pas, mais on voit que de toute façon, là, les starters, les blessures vont commencer à arriver au mois de juin et ça, à mon avis, ça va pas être le seul. Il y a eu déjà, il y en a déjà, mais des gros Ah oui, il y noms. en a déjà Hunter Brown qui est blessé aussi après. Oui, avec Crochet, qui est déjà blessé. Crochet est déjà sur la L. On a eu Sonny Gray, on a eu enfin, plein de noms, même des jeunes recrues, Tatsuya Imai aussi qui se retrouvent sur la L. C'est compliqué ce début de saison pour les lanceurs. Ouais, mais de toute façon, c'est un problème qu'on a depuis quelques années. Est-ce que la MLB, elle oui, sait vraiment encore protéger ses pitchers? Parce que tu veux des lanceurs dominants, tu veux du spectacle, tu veux du 100 mph, mais le corps humain, il ne suit pas toujours. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Parce que après, on a aussi on veut nous aussi, et nous aussi, on est un peu coupable parce que l'année dernière, quand Skubal, il fait sa Skubal, on est tous heureux de voir ça, mais finalement, on s'en doutait de la suite. Hein, Jérém? Quand tu vois je sais pas si tu as vu déjà la routine quotidienne de Skeens Oui. sur la mobilité, sur comment dire, l'échauffement.
c'est 2 heures par jour à faire des massages, à faire de la routine de mobilité et à peine 20 minutes, une demi-heure à lancer des balles, tu vois. Donc lui encore peut-être qu'il se préserve. Après, il faut voir voilà, la routine quotidienne qu'ils ont ces lanceurs-là, justement par rapport à ça, quoi. Mais lui, on Même l'a vu. s'il lance tous les 5-6 jours, bah, tu vois, quand même, il se préserve, quoi. Moi, pour un mec comme Skins, tu vois, j'ai l'impression que il sait que bah, son corps, voilà, il est très important. Et après, quand tu vois un peu les autres, je vais pas tirer sur Squeball, mais par exemple, quand tu vois qu'il fait une sortie extra sportive chez les Pistons à lancer des t-shirts, même Ouais. en off-season, et ben voilà, ça peut quand même déclencher quelques petites choses au niveau de son coude, Non, je par suis exemple. d'accord, mais de toute façon, Skin, je l'ai dit, ça fait un moment depuis que je l'ai vu arriver, sa préparation, elle est moderne, elle n'a rien à voir avec ce qui était fait actuellement, et je pense que les autres devraient le copier, parce que j'avais fait un parallèle intéressant entre Bartolo Colon qui s'échauffe et Paul Skins, Mm. ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que c'est bizarre parce que on est encore dans l'amateurisme, j'ai l'impression, sur la gestion des pitchers, en termes de préparation physique, en termes d'échauffement. Et j'ai l'impression Ouais, que quand tu vois Skins, en effet, sur ses routines, tu es sur carrément autre chose. Donc, Ah, on est sur une autre planète. ouais, ouais. ouais, c'est moderne, quoi. C'est vraiment il a apporté, de la modernité dans ce truc-là. Après, moi aussi, celui, sur lequel on peut se poser, au niveau vraiment gestion ou, un peu particulière, c'est, celle d'Ohtani. On voit que les Dodgers, maintenant, font le choix de plus le faire, frapper, les jours où il lance. Là, il est très bon au lancer. On voit sa performance, qui baisse, à la batte. Je vois que tu me fais des signes, on peut, Tu vas me je niquer, m'arrête là, je m'arrête tu là. vas me niquer tous mes trucs. Mais Attends, ouais, je parle, je discute, je fais des enchaînements, on peut enchaîner. non, non, c'est clair, mais je vais y venir. Mais de toute façon, la question maintenant, c'est plus de savoir si ton ace, en fait, il va tomber, c'est de savoir plutôt quand. Enfin, voilà, tu vois, en gros, c'est ça. Et oui, comme tu dis, un ace qui tombe et juste derrière, on a un phénomène qui revient au sommet. Euh, Ohtani, tu l'as dit, il ne, il ne frappe plus quand il lance. Et on le voit, il est nommé Pitcher of the Month Month. euh, pour la première fois de sa carrière. Ouais, C'est pas Ouais. anecdotique hein, du tout. Les chiffres le signalent, hein, c'est une ERA à 0,66, plus de c'est 30 monté ce soir, innings. c'est monté hier. Ouais, c'est pour le mois d'avril, hier on était en mai. Ah oui, 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 pardon. Ah, d'accord, bon, du calme. 5 starts, 0, 0 HR encaissé, 6 innings pitch par sortie. C'est pas juste bon, c'est dominant, c'est un vrai changement. Et ce qui est intéressant, c'est pas la perf, c'est en effet ce que tu disais, c'est la stratégie des Dodgers qui font le choix de prioriser le pitcher. Et nos Ouais, amis de chez à coup sûr le disent souvent, c'est que soit il fait que pitcher et il devient ultra dominant, soit il fait que ce qu'il a fait que du DH et il devient ultra dominant. ouais. Voilà, donc là, il priorise le pitcher, moins d'at-bat. Gestion cas par cas, il protège. Le sacrifice, il se voit parce que son OPS, il a quand même baissé. Il est à 824. Pour lui, c'est moyen. Pour beaucoup, ce serait bon. Ah oui, 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 Euh, ça reste élite. Après, c'est sûr que on est loin de ce qui nous a en fait, le truc, c'est on a l'image de 2024-2025 où, il frappe 50 plus home run et il est inarrêtable à la batte. Mais oui, du coup, bah, on voit que c'est dur de faire les 2 en même temps et du coup, les Dodgers, bah, peut-être aussi naviguent. C'est la première année où vraiment ils naviguent, cette situation de Ohtani qui fait vraiment les 2 puisque, bah, la première année, il était, pur DH. L'année dernière, il commence à pitcher qu'en août, je crois, ouais, fin de saison. et il fait genre un inning, 2 innings, enfin il commence, Tout mollo doucement. mollo. Après, on le sait qu'il est capable de faire les 2 sur un même match, à très, très haut niveau. On l'a vu lors du NLCS, il a traumatisé les Brewers. Mais oui, ça reste quand même aussi une situation qui est nouvelle pour les Dodgers et pour le staff, de gérer tout ça sur une saison et de pas non plus, bah, cramer Ohtani, des 2 côtés, inutilement. Ouais, puis il redevient élite sur le monticule, en fait. Et là, forcément, la question arrive. Et si Ohtani allait chercher un Cy Young?
C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible du tout. Ouais, parce Après, que faut se maintenir. Ça ça, reste. la dominance, elle est réelle, le volume, il est contrôlé, l'équipe, elle est construite pour gagner, le contexte, il est assez parfait, hein. Et le contraste, là, justement, avec Skubal, c'est Skubal, on a une surcharge et une blessure. Otani, on est dans la gestion et on a de la domination. Donc, à voir, mais pourquoi pas, ouais. Et imagine, Cy Young, ce serait fou. Allez, j'ai une dernière news parce que je vois que l'autre, l'invité, Récurrent. l'invité récurreur plutôt, je sais pas comment on dit. L'invité du fond du chiotte s'excite. Moi, je voulais vous parler de Mac Trout parce que j'irais pas dire jusque est-ce que c'est la dernière fois qu'on voit Mac Trout comme ça, mais quel bien ça fait, de le voir en bonne santé, de le voir qui produit et un Mac Trout qui ressemble à un Mike Trout, quoi. Et Deuxième ça jeunesse. ouais, bah, pour moi, c'est un pur plaisir. Ah oui, non, tout à fait. Comeback Player of the Year, maybe. Ah, peut-être, hein, c'est possible. Peut-être. La Ce serait dernière ce serait une belle récompense pour lui, en tout cas. la dernière saison, c'était pas trop ça, c'était plutôt tu te disais: «Ouais, bon, bah, voilà», ça faisait un peu vieux cheval qu'on prêt à aller à l'abattoir et Tu puis sais qu'il là, est tu sais qu'il est pas au poste où on voudrait le voir, le J1. oui, je Ce sais, serait bien, on veut le voir. il est retourné à son poste, et puis maintenant, il y a un débat qui va revenir parce qu'il est bon, et puis j'ai déjà vu, passer des images, faut-il le trader? Là, c'est violent, mais Aïe, c'est aïe. logique. Dans Il lui notre reste combien d'années de contrat, Trout? Je me rappelle même plus. Je sais plus, mais en tout cas, à l'heure actuelle, Attends, je check. il a 34 ans, il a un contrat énorme mais en fait, qui est plus si énorme que ça maintenant quand tu vois les gros contrats qui ont été signés Bah, pour d'autres c'est équipes. comme lui et Judge, en fait, c'est des contrats raisonnables. Au final, quand tu Ouais, regardes Oui. le paysage actuel, c'est raisonnable. Il est en contrat jusqu'en 2030, Trout, à Ouais. 37 millions l'année. mais tu as encore, moi je pense que c'est encore, actuellement, c'est le moment, s'il faut le trader. Mais bon, c'est les Angels, hein, ils vont attendre, voilà. Après, en vrai, le truc, c'est que c'est aussi le message que tu envoies à ta fanbase, quoi, qui est dur quand tu fais ce genre de Ouais, trade. Parce c'est que, ça. enfin, Trout, c'est l'image des Angels, même si ça fait mal parce que c'est triste. En plus, il a une no trade clause, donc il faudra son accord. Ouais, mais de toute façon, là et puis il y a quand même, moi je trouve que, je l'ai déjà dit, les Angels sont intéressants à regarder. Oui, pour l'instant, enfin on verra quand on fera le point classement, mais c'est pas c'est pas perdu, mais bon, enfin on sait que ça va pas aller en playoff, mais voilà. Mais bon, hem, c'est en tout cas l'un des plus grands joueurs de sa génération et voilà. Mais des scénarios qui pourraient être bien, c'est un retour chez les Phillies à la maison, chez les Yankees Dans le New Jersey. Ouais, dans le New avec Jersey. C'est vrai qu'il est du New Jersey, donc chez les Yankees, un DH, un on a vrai déjà DH. Stanton. Non, On a mais déjà pris le contrat de Stanton. un qui court, un qui court. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Après, Voilà. Stanton, il a volé une base, hein. Attention, hein. Ouf. Attention, cette année, c'est la première fois en 5 ans, il a volé une base, donc Bon, attention. en tout cas, Mac Trout redevient Mac Trout et ça fait plaisir. Allez, parce que Jérémy, là, il s'excite. T'inquiète Parce pas, que ça, t'inquiète c'était une pas. news, Mike Trout. Mais on le sait déjà depuis le début de saison, en plus. Mais c'est Donc, bien d'en parler aussi, parce que si tu veux, j'ai encore un sujet sur les Mets, si tu veux, mais je le ferai la prochaine fois. Mais Non, vu non, que non, merci. non, il faut se Merci, mais non, dépêcher. merci. Faut se Bah dépêcher. ouais, là, on est parti pour un podcast de 1h30, là. Donc, c'est sûr que. Ouais, c'est sûr que ouais. Bon, bref. Je te rappelle qu'on a commencé en retard C'est vrai. parce que tu sais À qui la pas faute? renvoyer un mail. C'est toi qui m'as Bon, ban. bref, allez, allez, passez série de la semaine. Qu'est-ce que vous avez choisi? Et puis voilà. Allez, Alexis, Alexis. Ouais, Allez, honneur à je toi. commence. Moi, j'ai pris du coup un duel de National League, du coup entre les doubles champions en titre de la division Ouest et de la MLB au global, hein, les Dodgers. Et une bonne surprise de ce début de saison qui vient de la NL centrale, la division de la mort en ce moment, qui sont à moi. donc les Saint Louis Cardinals. Donc les Cardinals, à ce moment-là, ils sont en 18-13. Ils ont sweep les Pirates, donc 4 victoires d'affilée, donc un sweep sur 4 matchs.
Et au contraire, les Dodgers, eux, c'est un peu dur quand même. Ils sont toujours en tête de leur division à ce moment-là. Bon, ils sont toujours en tête à l'heure actuelle, mais ils sont vraiment au coude à coude avec les Padres. Ils sont en 20-11 et ils viennent de perdre la série face aux Marlins. Et donc, du coup, le premier match de la série, donc c'est joué au Busch Stadium. Donc, Emmett Sheehan contre Matthew Liberatore. Donc, c'est pas les deux aces de la rotation. Hein, Liberatore, il a un nom Liberatore. il a un nom Écoute, à icône gay des années c'est ça, 70. Bon, ouais. bref. Moi, quand en vrai, son nom, à chaque fois, je voulais l'appeler Liberto. Non, c'est Liberatore, visiblement. Mais donc, oui, bon, c'est pas l'ace de la rotation des Cardinals. Sheehan, c'est pas non plus celui des Dodgers. Et ça va se voir, hein, parce que Sheehan, il va craquer dès la première manche. Il va faire un balk, donc ça va permettre un run de passer. Et puis après, Gorman, 5e home run de la saison pour de base. Ça enfonce le clou dès la première manche. Et l'attaque des Dodgers, c'est pas trop ça, hein. Un petit double de Muncy qui va leur permettre de revenir un peu. Mais Sheehan, il concède à nouveau home run, cette fois à Burleson, et sort au bout de 4 manches et 2 éliminations. Liberatore, lui, il va tenir un peu plus longtemps. Il va lâcher un nouveau run sur un sac fly de Tucker. Il va tenir 5.2, mais le bullpen des Cards, ça va verrouiller le reste du match. Celui des Dodgers, lui, va continuer de craquer, lâchant 3 runs supplémentaires sur des coups de Walker et Church. 7-2, score final pour les Cardinals qui prennent le premier match de cette série. Et dans le deuxième, on a le droit à Roki Sasaki face à Michael McGreevy, un nom bien américain, McGreevy. Deuxième match. Donc cette fois-ci, ça va mettre un peu plus de temps à partir. Et c'est le japonais qui va craquer en premier, hein, Sasaki, qui continue un peu de décevoir en tant que starter. Il avait été bien meilleur en fin de saison dernière en tant que dans le bullpen et plus proche du rôle de closer. Donc lui va craquer sur encore un double de Burleson, puis le 10e home run de la saison de Jordan Walker. 3-0, c'est très tôt, on était dès la troisième manche, mais avec la line-up des Dodgers, rien n'est insurmontable. Mais c'est dur en fait. Les Dodgers en ce moment, la line-up, c'est pas ça. Ohtani, on en a parlé un petit peu avant, hein, il est en plein milieu d'un slump en ce moment. Et il est pas bien il est pas bien accompagné autour. Les lanceurs des Cardinals, ils sont impériaux. 6 manches de McGreevy, qui ne concède aucun run. On va quand même avoir un peu d'espoir pour les Dodgers lors de la dernière manche face au closer O'Brien, avec même 2 outs. Les Dodgers vont réussir à quand même enchaîner 4 frappes consécutives pour Tucker, Hernandez, Muncy et Parés. Ça va leur donner 2 runs, mais c'est trop court. Rushing, il est choisi pour le pinch hit, mais il va échouer. Et les Cards, ils prennent la série, le match 3-2 et la série, du coup, avec cette deuxième victoire. Et dans le dernier match, un peu moins intéressant, sur lequel j'ai moins écrit, Justin Wroblewski face à Dustin May. Cette fois, les Dodgers se réveillent. Un double de Parés, un single de Kim. Ça leur permet pour la première fois de prendre les devants dans la série, dans un match de cette série, et de forcer un peu les Cards à courir derrière le score. Et les frappeurs des Cardinals, ils sont pas très très bons visiblement à ce jeu-là, surtout que Wroblewski, il est dans un grand soir visiblement, 6 manches sans prendre un strikeout, mais sans concéder de run. Donc ça va bien pour lui. Freeman, il va creuser un peu plus le score sur un simple. Burleson va répondre, mais c'est bien trop court, bien trop tardif. Tanner Scott ferme la porte, prend la save, et les Dodgers, ils vont ne pas repartir au final balayés par Saint-Louis, mais quand même avec une petite défaite dans la série. Et au classement, les Padres, ils vont pas en profiter puisqu'ils vont aussi galérer, et les Dodgers restent devant. Et les Cardinals, eux, ils se maintiennent dans une division qui reste la division de la mort. Malheureusement, tout le monde gagne, donc finalement, il reste calé entre les Cubs et les Brewers. Voilà, Nickel. c'est tout pour moi. Jérémy qui a dû écouter. Ouais, je peux enchaîner? Ouais, vas-y, t'es là pour Parce ça. on parle de la division de la mort, on parle des Padres qui ont, en fait, ils ont buté sur. T'as pas écouté la division de la mort, c'est la centrale. Oui, je sais, mais je vais y venir. Je vais y venir parce que je vais parler moi des Cubs de Chicago. Eh Oh. oui. Donc on reste toujours dans cette division-là. Et du coup, en fait, la série que j'ai pris, la semaine que j'ai pris, ils vont commencer sur les Padres. Et les Padres, en fait,
du coup, avec Chicago. Alors, deux séries qui nous attendent dans la continuité du voyage donc de l'Ouest. Ils ont perdu leur série, les Cubs contre les Dodgers, justement, que Alexis a cité juste avant. Merci, Là, ils heureusement descendent que tu es plus au là. Hein. sud, au Petco Park, pour y affronter les Padres. Voilà, avant de rentrer à la maison. Et au menu, il y aura les D-backs à la maison cette semaine. Donc, en Comment fait, tu les dis Cubs démarrent. Comment tu dis Les D-backs. Ah, ok, d'accord. C'est bon? Ouais, c'est mieux. Je peux enchaîner? Ouais, vas-y, continue. Ok, merci. Alors, il démarre avec un bilan de 17-12 et trust la première place de la division centrale. Donc, du coup, le match 1, c'est une domination des Padres, profitant vraiment de l'inconstance de Matthew Boyd et de la relève Phil Mayton et Jacob Webb. Malgré tout, l'offense de Chicago est au rendez-vous. Pas forcément le haut du line-up, comme on a pu le voir, mais le milieu et la fin. Pour les citer, Yann Happ, Seiya Suzuki, PCA, Dansby Swanson. Match perdu quand même par les Cubs 7-9. C'était quand même serré. Le match 2, à l'inverse du match 1, une domination totale des Cubs, avec une mention spéciale sur le monticule. Trio de lanceurs qui ont géré le match. Edward Cabrera, avec 5 manches lancées, .2, 7K. Et la relève, quant à elle, ne laisse passer qu'un seul run. Les artistes offensifs de ce match 2, on va retrouver Bregman, qui lui était un peu en froid en ce moment. Suzuki, Swanson et toujours PCA. Match gagné 8-3. Les Cubs sont en confiance pour le match 3, une domination encore offensive de nouveau. Il est ultra serré. Le line-up des Cubs seulement arrive à marquer. Donc il y a Ballesteros et Bush qui n'ont pas frappé du match. Voilà. Autrement, tout le reste du line-up a fait son petit hit. 9 hits à 3 pour les Cubs, 19 total base à 9 pour les Cubs, encore une fois. Le bas de line-up produit énormément. PCA, comme à son habitude, en fait, est macho. Ben voilà, il frappe, ça marque. Le monticule, en fait, il a fait le taf aussi avec Jameson Taylor. 7 manches lancées, 6K, 3 hits. Bémol, quand même, un bémol pour Corbin Martin, qui ne finit pas une manche et il est vite remplacé par Ben Brown. Les Cubs repartent de la Californie en remportant la série 2-1 et avec 2 matchs gagnés d'affilée. Et on va continuer avec les victoires d'affilée, car de retour dans la Windy City à Chicago contre les D-backs, le match 1 était très chaud. Un très bon début de match avec rapidement 6-1 à la 5e manche, puis plus rien pour les Cubs, qui voient même les D-backs revenir en 6e manche à 6-5 grâce à Barroza et Perdomo, ton pote le J. Mais Jacob Webb assure quand même le maintien et le sauvetage. Et les Cubs, 3e victoire d'affilée, victoire 6-5. Le match 2, un tout petit match, remporté par les Cubs, 2-0. Yann Happ, 3/3, Shota Imanaga, impérial. Il met fin au règne de Idemaro Vargas, 27e match avec au moins un hit. Ça, c'était fort. Ben voilà, Shota Imanaga, il a tué. Shota, c'est 7 manches lancées, 5K, 4 hits et 1 but sur balle. Ben Brown, maintien et sauvetage en crédit pour la victoire. 4e match de suite. Vont-ils faire le 5e? Et vont-ils sweeper les D-backs? Eh bien oui, le train Chicago en fait s'est mis en route à partir de la 2e match, au match 3. Menés d'un run, ils accélèrent pour mener 8-2 en 7e avec Carson Kelly, Moises Ballesteros et Bush. Le pitching fait le taf. Matthew Boyd en 6 manches lancées qui limite la casse et la relève encore solide sur ce match-là. C'est un sweep de Chicago, ce qui permet d'asseoir leur domination sur la division centrale. Et ils ont 5 victoires d'affilée à la fin de cette série contre les D-backs. L'histoire veut que là en ce moment ils sont à 7 matchs gagnés de suite. Ce que l'on peut retenir des Cubs: puissance offensive enfin en marche sur tout le line-up. Ballesteros en retrait par rapport à la semaine dernière et surtout le mois d'avril. Et Bregman toujours en petite vitesse. Les starters sont là. Imanaga, Edward Cabrera, Taylor. Ils ont laissé très peu de hits sur cette semaine. La relève très solide. Ben Brown, Obi Milner, Phil Mayton. Rééquilibrage des victoires à l'extérieur. Et ça, c'est très bien parce que les Cubs voyageaient très mal jusqu'à maintenant. Donc la série contre les Padres leur a fait du bien. La forteresse est en place à Chicago. 6 matchs, une seule défaite sur cette semaine.
Et quand même, pour le mois d'avril, Ballesteros qui fait un mois d'avril de folie. Je vais vous faire un peu les statistiques. 55 at-bats pour 6 K seulement. 21 hits, 5 home runs, un batting average à 38% et un OPS à 1.172. Voilà, les Cubs, ils sont lancés. C'était un petit ratage à l'allumage en début de saison et là, pour l'instant, bah voilà, ça roule quoi. Voilà. Ils ont réussi à taper les Padres comme il faut et à laisser les D-backs ben voilà, sur un zéro pointé. C'est bon. Moi, j'y viens. Je peux. Vas-y. Ouais, vas-y. Moi aussi, je vais retourner en National League. Et moi aussi, je vais retourner en National League centrale. Et moi, je vais prendre un duel de cette National League centrale qui avait lieu entre Il n'y a les plus beaucoup. Hein. Pirates et les Reds. Pour poser le décor un petit peu, les Reds, ils sont arrivés leaders. Les Pirates, bon dernier. Sur le papier, c'est déséquilibré. Le problème, c'est qu'on a deux équipes qui sont à des bilans positifs. Et c'est là toute la ruse. Parce que le match où Pittsburgh a rappelé qu'il n'était pas juste un dernier, en fait. C'est surtout ça. Parce que les Pirates remportent le match 9-1. Mais comment ça s'est passé ? La première manche, le ton est donné. Brian Reynolds, il envoie un missile à 443 pieds au centre. Bim. Pas un home run opportuniste, hein. Un message. C'est juste pour dire, les gars, on est peut-être dernier, mais on va vous faire chier. Basculement, 3e, 5e inning. Le match bascule vraiment en 3e manche. Les Pirates ne font pas du spectaculaire, ils font du propre. Il y a un triple de Reynolds, il y a RBI d'O'Hearn, ça court sur les bases. La pression, elle est constante. Résultat, il y a un 3-0 qui se fait sans forcer. Et là, quand tu regardes le match, tu te dis Cincinnati subit totalement le tempo et il n'y arrive pas. Le chaos, c'est Henry Davis qui arrive sur une séquence et qui tue le match. Un joueur qui est pourtant loin des meilleurs, avec une moyenne à 154 avant le match, jusque-là invisible, et d'un coup, il nous fait un HR solo en 4e et un HR à 2 runs en 5e. Back-to-back inning. Donc, c'est le genre de performance qui casse complètement une dynamique. C'est pas juste de HR, c'est le moment où le match est hors de portée. 8-0. On se dit que ça va être très difficile, surtout qu'on a Mitch Keller sur le monticule qui est impérial. Pendant que l'attaque fait le show, lui, il étouffe le match. 7 innings pitch, 3 hits concédés, 1 run concédé, 6 K, 104 pitch. Aucun rythme laissé aux Reds. Aucun momentum. Ils ont eu des at-bats très longs. Ça a continué. Même quand Cincinnati met un joueur en position de marquer, ça meurt immédiatement. Un seul point, c'est un RBI au sol de Elly de la Cruz sur une grandeur. Symbole parfait, même leur stat ne fait que limiter la casse parce que au final, il n'aurait pas eu ce point, c'était pareil. Côté Reds, ça a mis une petite claque, 3 hits seulement. Brady Singer explosé rapidement. Aucune adaptation face au lanceur Keller. Une équipe leader, mais qui peut être dominée très vite si elle perd le contrôle et si elle n'a pas de rythme. Donc, c'est pas seulement juste une victoire des Pirates, c'est une démonstration de ce qu'ils peuvent être quand tout marche. Du power, on a 4 HR, de la discipline offensive et un starting pitching solide. Et oui, il n'y a pas que Paul Skeens. Je l'ai dit tout à l'heure. Il ne joue pas comme une équipe qui est dernière de sa division. Clairement, quand vous regardez ce match, c'était plutôt les Reds sont leaders. Ah ouais, mais ils ont joué contre comme des outsiders face à... Ah ouais, les Pirates qui sont derniers, qui à elle a joué comme un leader. Tu vois, c'est un peu ce match-là est un peu à l'image de cette division centrale. Tu peux pas prévoir, en gros. Bon, le Game 2. Encore une victoire des Pirates. Ce coup-ci, un peu plus
large, on va dire. Un peu, ouais. Ouais. 24 runs en tout quand même. 24 runs en tout sur le match. Victoire 17-7 pour les Pirates. Le match où le baseball a quitté le terrain, clairement. Si le match 1, c'était une alerte, le game 2, c'était l'incendie, carrément. Et pas à petit feu, ça a brûlé dans tous les sens. Un match où tu mets 17 runs, où tu fais 19 hits, un match où tu marques 5 runs sans même mettre une balle en jeu. Ouais, on était là sur ce match 2. Donc, les Pirates ultra dominants. Départ trompeur pourtant. C'est les Reds qui frappent en premier. Double d'Eli de la Cruz, double de Nathaniel Lowe, 2-0 pour Cincinnati. Mais la réponse des Pirates, elle est immédiate. Dès la première manche, du RBI de partout. Des doubles à la chaîne. O'Hearn, Ozuna, Griffin. Une attaque fluide, agressive, clinique. Bon, tu sens déjà que ça va péter et qu'ils sont repartis le couteau entre les dents, tels des pirates à l'abordage Oh, d'un navire. Petite métaphore, quelle Ouais, prose. poésie. ouais, je sais. Mais vous me connaissez maintenant. Ouais, bah ouais. Trop. Deuxième inning, c'est la manche irréelle. C'est là où tout bascule dans quelque chose de C'est le rare. métavers, c'est ça? Ouais, c'est le Le métavers. multivers, le Ouais, multivers, pardon. c'est-à-dire que de la MLB, on est passé à la régionale en France. 7 walls Ronchin. à Ronchin. On est passé au Dragon de Ronchin. 7 walks consécutifs et pas 7 walks dans la Manche. C'est 7 walks d'affilée. Voilà. Ouais, je peux te dire que c'est ultra frustrant quand c'est comme ça. Bon, bah, égalisation d'un record MLB vieux de plus d'un siècle. Et oui, c'était les Wild Sox qui détenaient ça en 1909 et avant ça, c'était les Braves en 1983. Voilà. Le plus fou, c'est que les 4 premiers runs scorent sans qu'aucune balle soit mise en jeu. Donc c'est vraiment des vrais bébés, quoi. Il n'y a même pas eu rien d'autre. Donc c'est plus du baseball en ce moment-là, c'est du baseball merguez. Score 10-3. Beer League. Ouais. Score 10-3, on est en fin de deuxième manche. Tu te dis le match est terminé, c'est pas possible. C'était la désintégration mentale des Reds en fait en direct à la télé. Plus de zone, plus de plan, plus de capacité à stopper l'hémorragie. Et en face, les Pirates qui forcent même pas, ils prennent, ils attaquent, ils encaissent. C'était du baseball plutôt intelligent, plus que spectaculaire, on va dire. Et puis le massacre a continué parce que ça s'est pas arrêté là. 4e manche, encore 5 runs, un triple de Griffin, un double de Reynolds, un single qui est clutch de O'Hearn, tout le line-up produit, chaque starter a eu au moins un RBI. On est dans une destruction totale. Les joueurs, Connor Griffin, 4 sur 5, un triple, un double. O'Hearn, Ozuna, 3 RBI chacun, présence constante dans les moments clés. Brandon Lowe, catwalk, c'est un peu le symbole du match. Et au milieu de tout ça, on a Mlodzinski, un match un peu bizarre pour lui, 10 strikeouts, meilleur match en carrière, et 5 runs encaissés. Il a dominé quand il fallait dominer, et il a laissé l'attaque faire le reste. Juste voilà. Donc le moment de l'humiliation, en fait, c'est quand un match part comme ça, tu sais que c'est fini. Quand l'équipe adverse, elle commence à lancer des knuckleballs à 50 mph, tu Ça envoie le joueur de champ. Ils ont envoyé que José Trevino sur 2 manches. tu te dis que c'est foutu. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc Cincinnati abandonne le match. On sort des lancers circus type Banana League. Il n'y a pas de merci roule. Ouais, non. Non. Ce que ça dit des Reds, c'est qu'après le Game 1, tu pouvais parler d'accident. Après le Game 2, bah non. Tu as une rotation qui a explosé, un bullpen qui implose et un mental qui lâche. Donc une équipe leader qui se fait marcher dessus par les derniers, je le rappelle. Bon. Entre guillemets, entre grosses guillemets. Et pas un home run des Pirates, incroyable. Ouais, et puis les Pirates n'ont pas du tout joué comme une équipe qui est dernière. Ils ont joué libéré, patient, opportuniste. Et quand il y a une équipe qui craque, ils appuient en plus. Donc ils rajoutent l'insulte à la blessure, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. Game 1,
Alors, les Pirates ont surpris. Game 2, ils ont humilié. Game 3, ben, on s'attend quand même à un petit réveil. Qu'est-ce Bah qui non. s'est passé au Game 3? Bah, oh, quand même, ça a été. C'était un match ennuyeux. Allez, soyons francs. Bah ouais. Game Comparé à 3, la veille, c'était dur, quoi. ouais, après le chaos, c'était un peu le silence en fait. Les Pirates gagnent 1-0 face aux Reds. Après 26 runs encaissés en 2 matchs, Cincinnati n'a plus le choix. Ils doivent ralentir, ils doivent reprendre le contrôle. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à prendre qu'un run pendant 7 manches. Il se passe rien. Mais en réalité, il se passe vraiment tout. Parce que Braxton Ashford versus Chase Burns, c'est 2 jeunes, 2 styles différents et 2 performances élistes. Ashcroft, 7,2 inning pitch, 4 hits encaissés, 0 run, 6 K. Maîtrise, gestion, sang-froid. Burns, 7 inning pitch, 3 hits, 1 BB, 7 K, une ERA à 2,2 sur le match. 100 MPH constant, 16 batteurs retirés d'affilée. C'était un duel de lanceurs. Et le vrai tournant, c'est la défense. Ça s'est joué dans les détails. Brandon Lowe qui vole un hit en sautant. Nick Gonzalez qui sort un runner au marbre. 2 actions, 2 runs évités. Le match, il est là, en fait. La tension qui monte en 8e manche. On est toujours à 0-0. Et là, dans la série, tout se résume à une séquence. Un double de Connor Griffin, encore rookie, je le rappelle. Walk de Magnum et derrière O'Neill Cruz. Single au centre, course parfaite, relais trop lent, 1-0, game, set et sweep. Allez, emballé, c'est pesé. Les Reds ont fait exactement ce qu'il fallait pourtant sur ce match. Meilleur au pitching, meilleure discipline, match contrôlé, mais ils n'ont jamais pris l'avantage et contre une équipe en confiance, une seule erreur suffit et c'est cash. Voilà, et le symbole, c'est Cruz. C'est logique que ce soit lui. Il était présent en Game 1, présent dans toute la série. Et là, il termine le travail, pas avec un share, pas avec un like, juste un single clutch. Donc voilà, en conclusion, on a eu domination, humiliation, maîtrise. 3 visages différents et Pittsburgh a totalement pris le contrôle de cette série, mais n'a malheureusement pas pris le contrôle de la National League Central. Et les Reds ont perdu d'ailleurs le contrôle de la National League Central. Ouais. Voilà. On peut enchaîner sur le Nickel. classement. Ouais, je peux vous faire ça si vous voulez. Je commence dans l'American League avec l'American League East où pour l'instant, alors au classement du jour, c'est les Yankees et les Rays qui mènent la danse. Donc les Yankees devant 25-11, les Rays en 23-12 et derrière ça galère un peu entre les Blue Jays, les Orioles qui sont à égalité en 16-20 et les Red Sox un match derrière en 15-21. Donc les Yankees et les Rays qui semblent s'envoler en tête de la AL East et de l'American League au global, puisque dans les autres divisions en centrale, c'est l'exact opposé, on va dire, de la division NL. C'est-à-dire que cette fois-ci, personne n'est en positif. Et c'est les Guardians et les Tigers qui sont les meilleurs des nuls, avec un bilan 18-19. Le meilleur juste des devant. nuls. C'est un peu ça, on va dire. C'est pour l'instant, les White Sox et les Royals qui sont juste derrière à un demi-match en 17-19. Et les Twins qui perdent un peu de leur superbe avec leur début de saison avait été pas trop mal, mais là, ça coince un peu et ils sont en 16-20. Et dans l'AL West, cette fois-ci, une seule équipe en positif, ce sont les leaders, les Athletics, les surprenants leaders, qui sont en 18-17. Pas tant que ça, devant. surprenant. Mais ceci dit, début de saison, on s'attendait aussi pas vite. forcément à ce que. Ouais, Aussi vite. c'est vrai qu'ils ont un cœur jeune qui est quand même, enfin Kurtz, Wilson, tout ça, c'est quand même très très bon. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça roule pour eux. Et c'est surtout en fait les autres qui calent beaucoup. Les Mariners, qu'on attendait quand même beaucoup plus haut après leur finale en ALCS l'an dernier. Mais ils sont donc deuxième en 17-20, donc bilan négatif, juste devant les Rangers en 16-19, les Astros en 15-22 et les Angels qui avaient fait un bon début de saison. Mais là, c'est plus compliqué en 14-23. Donc pour l'American League, 3 équipes seulement en positif. Vas-y, Jérémy. Ouais, c'est ça, ouais. J'allais enchaîner sur 3 équipes sur 15.
C'est positive. ça, c'est quand même, Waouh! c'est quand La même dur. pauvreté de cette American League, C'est dur. au 6 mai, quoi. 6 mai 2026, quoi. Voilà, on va voir comment ça se Ouais, décante, mais pour l'instant, c'est dur, c'est dur. c'est un truc de fou. Alors qu'en National League, dans l'Est, on retrouve du coup les Braves qui ont le meilleur bilan en MLB en 26-11, largement leader du coup de leur division. Ils sont quasiment 10 matchs devant les deuxièmes, qui sont les Phillies et les Nationals et les Marlins, tous à égalité en 16-20. Et à la traîne, les New York Mets en 13-22 qui essayent de se sortir un peu du trou. En NL Central, on en a beaucoup parlé déjà lors du podcast. C'est la division de la mort. Tout le monde est en positif et c'est les Cubs qui mènent la danse en 24-12 devant les Cardinals en 21-14, les Reds en 20-16, les Brewers en 18-16 et les Pirates en 19-17. Et ensuite, on a la NL West avec les Dodgers qui sont tout juste devant les Padres qui ont un match de retard. Donc 22-14 pour les Dodgers, 21-14 pour les Padres. Et derrière, c'est un petit peu à la traîne pour les Diamondbacks, mais pas non plus largués en 17-17, mais un peu plus encore à la traîne pour les Giants et les Rockies qui sont à égalité en 14-22. Voilà pour les classements. Très bien. Si ça continue comme ça va être la guerre, hein, sur la wildcard. Je pense qu'on va avoir 3 wildcards peut-être de. Ouais, non, les Padres sont quand même très bien. C'est quand même bien, mais ça va être 3 équipes de centrale en playoff, hein, très certainement. Si ça continue comme ça. Parce que si tu regardes là, la wildcard, c'est chaud. Oui, c'est chaud. C'est très très chaud. Hein. On fait ça en mai, mais bon. Oui, c'est Pittsburgh, on va dire Pittsburgh, il y a 2 matchs, quoi, tu vois. Juste ça. Juste dis-toi. Non, ça. c'est très chaud. Et ils sont derniers. Non, mais alors que dans l'American League, c'est les White Sox qui sont derniers, qui prennent la dernière wildcard en 17-19. Alors que c'est les Reds de l'autre côté en 20-16 qui sont au bord du gouffre pour la wildcard. C'est quand même les 2 ligues un peu opposées, quoi. Il y a quand même un fossé entre l'American League et la National League, tu vois. Pour le moment, ouais. Pour le moment, c'est quand même là, c'est dur. Ouais. Tiens, en parlant de ligue, si on faisait nos équipes équipes du mois d'avril. Mars-avril. Avril, commence. Oui, okay, vous avez vu qu'on a eu un 0 pointé en Player of the Week, hein. Première fois. C'est vrai, la première fois. Ouais. Ceci dit, j'avais pensé à 1 et je voulais pas le mettre parce que je pensais qu'un de vous allait le mettre, mais personne l'a mis. Et c'est pas Bueller Larson. J'y ai fortement pensé, moi, à ces 2 joueurs, mais moi, j'ai pas pensé à Bueller Larson, mais je pensais à l'autre. Buxton. Ouais, à Buxton. Ouais. Et je me suis dit, il y en a bien un qui va le mettre. Donc, je l'ai pas mis. Et puis, il y a personne qui l'a mis. Et tu l'as pas mis non plus. Non, je l'ai pas mis non plus. Allez, pitcher en National League, qui vous prenez en starter? Moi, j'ai pris Nolan McLean en pitcher. Lui des Mets. Alors, en National League, c'est parti. McLean, ok. Toi, Jérém? En National? Ouais. Chris Sale. Chris Sale. Bah, moi, j'ai pris pour Paul Skeens, hein, parce que je suis un gros roi. Oui, c'est clair. Allez, la batterie. Le catcher. Le catcher ouais. De mon côté, j'ai pris Drake Baldwin des Braves en National League. William Contreras. Oh, moi j'ai pris aussi Baldwin. Voilà. Oh. Contreras, Baldwin. Allez, en première base. On enchaîne. Première base, je suis resté chez les Braves, Matt Olson. Pareil. Ah, unanime. Unanime, Matt qui fait l'unanimité. En deuxième base. Moi, je suis allé chez les Cards pour prendre le rookie JJ Weatherholt, alors qu'il joue un peu shortstop aussi. Shortstop, ouais. Mais du coup, je suis allé prendre JJ en le mettant en deuxième base. Nico Horner des Cubs pour moi. Oh, moi aussi, Horner des Cubs. Oh, et t'as vu ça? En troisième base. Là, il y a débat.
Moi, j'ai pris Muncy, des Pareil. Dodgers. En fait, il n'y a pas débat. En fait, il n'y a pas débat, voilà. Il y a unanime. Unanime. On parle bien du Max Muncy des Des Dodgers. Des Dodgers. Des hein. Dodgers, Oui, hein, oui, oui. parce qu'il y en a Pas, deux, attention. pas des Athletics. Hein. Pas des Attention, Athlétiques ouais. qui jouent première base d'ailleurs. Bon. Shortstop. J'ai pris Ellie de la Cruz des Reds. Oh, Élie de la Bouse. sérieux? Ouais, bah, je trouve qu'il a pas fait une mauvaise. Ok. Attends. On parle Élie d'attaque de la et Cruz. défense hein, quand même. Bon, bref. Oui. Oui. Bah, de la Cruz, bah, je sais pas, 10 home runs, Ouais. 10 home runs, Ouais, un OPS à 920. 31 strikeouts, ouais. Ouais, t'es vraiment. Ouais, et alors, Toi, et toi, alors tu vas aux États-Unis, t'es devenu un Américain. Toi, t'as fini de regarder la défense. toi. On s'en bat les Écoute, couilles. on est là pour le spectacle. Eh, du bâton. Le reste, on s'en fout. Eh, Jérémy, t'as pris qui Xander Bogaerts. Ah ouais, toi aussi. Toi, tu. Ah Bon, non. ok. 18 strikeouts. 87 at-bats. Moi, j'ai T'as pris pris quoi, toi? Otto Lopez. Oh, ah, j'y ai pensé aussi. Ouais. Ouais. 5-4 at-bats pour 21 strikeouts. Left fielder. Et 35% présence sur base et au bâton, quoi. Ouais. Pratiquement. Left fielder. j'ai pris Ian Happ des Cubs. Jérémy, t'as pris qui? Elliot Ramos, Putain. des Giants. Eh ben moi, j'ai pris Yanap aussi. Ah, vous êtes connectés. Centerfield. Centerfield, j'ai pris Michael Harris the second des Braves. Encore un Braves. Ouais, j'y ai pensé aussi, effectivement. C'est vrai. Moi, j'ai PCA. Ouais, grosse défense. hein. Moi, j'ai mis Andy Pares. Voilà. Oui, effectivement. Aussi. Ok. Ça se tient. Et en DH? Ah bah, right fielder peut-être d'avant. Le right fielder, ouais. Ah oui, pardon, le right field, j'ai oublié. Moi, j'ai pris Corbin Carroll des Diamondbacks. Oh, Ah, oui. excellent choix. Ouais. Je l'aime beaucoup. J'ai hésité à le prendre. Jordan Walker pour moi. Jordan Walker. Je note. Moi, je suis allé prendre coréen, moi. Jung Ho Lee. Oui. Oui, Ouais. Des Giants. très bien. DH. DH, moi, j'ai pris. Alors, j'ai hésité, mais finalement, je me suis dit, allez, on va prendre Kyle Schwarber des Phillies. Parce que bah, il reste très bon et il a fait un bon mois. 9 home runs. Alors, beaucoup de strikeouts, bien entendu, mais la défense compte pas. Là, donc, Très beaucoup, ouais. Oui, bah, DH, la mais défense compte plus pas, de 1000 OPS, quoi. Donc, Kyle Schwarber, honnêtement, pour moi, il est passé devant l'autre choix qui était peut-être un peu évident. un peu... Moi, j'ai pris Marcell Ozuna. Oh, c'était un bon choix aussi. Moi, j'ai pris Shohei, voilà, parce que je suis un suceur. Basique. Et moi, j'ai pris aussi un joueur de banc. T'as pris un extra joueur, toi, comme ça. Ouais, juste joueur de banc, quoi. Et parce qu'il a fait quand même. Non, mais il a quand même fait une bonne. Je trouve qu'il a fait quand même Allez, vas-y. un bon mois. Il démarre au Vargas des Diamondbacks, qui était dur à caser un peu face à Hodgson ou ce genre de choses. Enfin, du coup, quand même, je me suis dit. Mention un petit joueur de spéciale. banc. Ouais. Bon, moi, Moises Ballesteros, tiens, voilà, en joueur de banc. En joueur de banc. Moi, je connais pas les remplaçants. Allez. Et closer. Ah oui, Closer, ou le relief pitcher. Ouais, allez. Je suis pas allé pas je pense qu'on est unanime. Je pense. Oui, oui. Mais je pense que c'est unanime aussi pour tout le monde, c'est du Miller. Ouais. 3 unanimes, hein. Pas mal. Hein. Ouais, il a quand même encaissé un run, je trouve que c'est pas. Ouais, c'est pas terrible. Franchement, j'aurais fait mieux. Bon, allez, on passe à l'American League en pitcher. Yes. Moi, j'ai pris Cam Schlittler. Bah oui, T'as pris qui ? moi aussi. Cam Schlittler des New York Yankees. Bande de suceurs. Pareil. Ah bah, excuse quand même. Excuse. Il a, je crois, 2 doigts quasiment sur le mois. Pas mal. Je pense qu'il a toute la Nouvelle-Angleterre sur le dos aussi, je pense. Moi, j'ai pris Soriano. Moi, j'ai pris Soriano. José. Ouais. Oh oui. José, oui.
Très Tu bon. vois? Non. C'est vraiment ton équipe guilty pleasure, les Angels, hein, quand même. Hein. Moi, j'adore les. Mais en fait, je suis. Ouais, c'est plus. En fait, tu kiffes trop, je crois. J'aime bien les Angels. Ouais, je sais. Et c'est pour ça que je m'entends bien, je crois, avec Guillaume. C'est aussi cette passion des Angels. À chaque fois que je les prends je les prends quand je joue à MLB The Show ou à un autre truc. Je prends les Angels et je fais une dynastie avec. Voilà. Bon, bref. C'est dit. En centre. Enfin, en catcher, pardon. En centre. Catcher. Catcher, j'ai pris chez les Athletics, chez Langelier. Pareil pour moi. Ah, beau choix. Eh ben moi, j'ai pris Ryan Jeffers. Ouais. Ça se vaut. Mais Langelier, ouais. Ok. Pour les deux. Unanime le prochain. Ouais. Bah, c'est First le meilleur base. OPS du mois. Ouais, Ben Rice, forcément, des Yankees. Putain. Ok, moi je suis pas du tout sur lui. Ah non, moi non plus. Ouais, je n'ai pas sur lui, tiens. T'es Ah, sur qui pardon. Minetaka Murakami. Ah bah, pardon. Mais, tu vois, l'unanimité, elle va être forte. Hein. Moi, j'ai mis Christian Walker. Ah, bah, écoutez, après, c'est vrai qu'il y avait peut-être pas mal de choix en première base, mais Ben Rice, ouais, meilleur OPS du mois, je crois, hein, Ben Rice, quand même. Donc, Ça se discute, oui, effectivement. Ouais. Attends, je vais regarder. Allez, second base. second base, j'ai pris Cole Young des Mariners. Ah, pas mal. T'as mis un Mariners quand même. Bah, Mais il y en a fallait- qui surnagent quand même. Hein, Ouais. c'est comme McLean chez les Chez les Mets. chez les Mets. Je trouve que Cole Young, il fait le taf des deux côtés. Donc, pour moi, c'était un bon choix. Moi, j'ai mis un Orioles. J'ai mis Jeremiah Jackson. D'accord, ouais. Moi, j'ai mis Ernie Clement. Oui, Ouais. Ernie Clement. moi aussi, ouais. Ouais. Allez, en troisième base. Dites-moi que là, au moins. En vous allez troisième être, base, moi, je suis allé chercher Kevin McGonigal des Tigers. Casse-toi. Moi, Josh Jung des Rangers. C'est vrai qu'il méritait. Moi, j'ai pris José parce que José, c'est tout, José. Ah, Et voilà, je oui, non, savais. mais on sait. Shortstop, on va au moins essayer d'en avoir un complet. Shortstop, bah moi, classique, Bobby Witt Jr. Des Royals. Ah, parce qu'il fait une bonne saison. Bah, les Royals, non. Lui, il fait en tant que shortstop, ça reste une référence. Ça reste des deux côtés, en fait. C'est, il a une bonne. Ouais, bon, arrête. Enfin, il a un bâton acceptable et une bonne défense. Donc. Stop. Moi, j'ai mis un José Caballero. Oh putain. Meilleur shortstop défensif hein, pour le moment. Ouais, il n'y aurait pas eu ce débat si Volpi il était encore là. Hein. C'est toujours la faute de Volpi de toute façon. Moi j'ai mis Jacob Wilson des A's. Ouais. Ok. Right fielder. Alors j'ai beaucoup hésité, mais au final right field, je suis tombé sur Aaron Judge, petit gars inconnu des New York Yankees. Putain, grosse pompe. Excusez-moi si tu peux. Leader En home run dans le mois. National League, on a commencé par le left fielder, là on commence par le right fielder. Il est complètement décousu. C'est pas grave, de toute façon, c'est interchangeable. Allez, dépêche-toi, ton right fielder. Chase Delauter. Très bien, excellent choix. Je trouve ton choix. Je savais. Très très bon choix. Moi j'ai pris Is Still Alive, Joe Adell. Joe Adell, bah ouais. Bon bah du coup on fait centerfield. Bah oui. Centerfield, moi Mike Trout. Quand même. Jérém. Byron Buxton. Espèce de trou de balle. Bah moi j'ai pris Mike Trout. Oh. Left fielder. Attention, j'ai une surprise. Moi j'ai pris Taylor Ward des Orioles. Oh. Ancien Angels. Ouais. Mais très bien. Putain, j'ai encore pris un Yankees. Hein. J'ai pris Cody Bellinger, moi. Encore une fois, vous meilleur savez... left fielder défensif de Ouais. Moi j'ai pris Chandler Simpson. Ça joue bien. Oui, aussi. Un style atypique. Mais, oui, tout à fait. Mais très bon choix. Allez, en DH. Je pense qu'on est unanime là. Je pense Jordan. Jordan Alvarez. Jordan Alvarez. Allez, au moins, sur ce coup-ci, on n'en a eu qu'un. Alvarez fait l'unanimité. C'est le seul en AL.
Et en relief, En du relief. coup, Attends, il y a le joueur de banc de Alexis. moi, joueur de banc, bah, je l'ai pas pu le mettre en première base, du coup, je l'ai mis en joueur de banc, Munetaka Murakami. Bon, voilà, quoi. Moi, je mets Bah, Judge. Voilà. Bon joueur de banc. Ah oui, bah oui. Bref, allez, j'arrête avec vous, là, vous me peignez. Et le relief pitcher. Relief. Moi, j'ai pris Louis Varland des Blue Jays. Ouais. Haroldy Chapman. Attends, t'as dit qui? Varland? Varland, ouais. Chapman? Ouais. Putain, bah moi j'ai hésité. J'ai longtemps hésité. T'as pris un closer? Non, j'ai pas pris. Bah, t'avais vu les closers en aile? Franchement. C'est pas. C'est pas foufou. Non, non, non. David Williams. T'as pris Bednar. Bednar, J'ai non. pas pris Bednar. J'ai pris Hunter Gaddis. Ok. Des Guardians. Pardon, Kate Smith. Wow, quel trou de balle. J'ai pris Kate Smith. Je lis mal. Hein. Ouais, c'est un choix par défaut. J'avais pas trop. Ouais, 6 save, quoi. C'est pas mal. Voilà. Bon, bah voilà. Il n'y a plus qu'à. Je ferai un petit tableau. Et puis, on verra ce que les gens disent. Je ferai un truc ChatGPT va simple, faire un tableau. je sais que tu. Non, non, je vais faire un tableau. Ouais, ChatGPT, arrête. Il me sert déjà assez pour Claude, régler. pardon. Il me sert assez pour d'autres choses. Plus emmerdantes dans la vie. Bon, bref, peu T'as une importe. belle casquette, le J. Ouais, Mariners. Vinted? Négocié à combien? Ça va 15. Ah, j'y Ça suis va. allé franco. J'ai fait aller 15. Parfois, il faut faire ça. Hein. Ah ouais, en ce moment, j'ai plus de sous. Donc, je négocie plus. Là. Bon, bref, peu importe. Voilà. Bah, ah oui, j'allais dire on se quitte sur ça. Mais non, on a encore un peu de temps pour que tu nous racontes ta petite expérience. Ah oui, c'est vrai. Je suis allé, du coup, au Yankee Stadium, il y a 2 semaines, je crois. Du coup, Mais 2, vous en 3 avez pas semaines. parlé au dernier épisode? Non, mais bah, en fait, au bout d'un temps, on peut pas faire des épisodes d'1 heure et demie non plus, mais là, en 5 minutes, Ouais. la Vous étiez petite pas à ex 5 minutes. Hein. Non, si tu refermes oui, ta gueule, Jérôme, par contre, on peut arriver à faire moins d'1h30. non, du coup, ouais, c'était moi ma première expérience au Yankee Stadium. Du coup, c'est vrai que c'est l'ambiance, ça commence vraiment dès le métro où tu vois au fur et à mesure. Nous, on était dans Manhattan, enfin centre Manhattan, juste en dessous de Central Park. Donc du coup, tu prends le métro et tu vois le métro qui se remplit au fur et à mesure de maillots des Yankees, donc c'est assez sympa. Le stade, c'est quand même impressionnant, tu vois, de voir le Yankee Stadium. Après, il y a tellement de choses à faire. Juste dans le stade, j'ai l'impression d'avoir rien fait. J'ai juste vu le match globalement, mais du coup, j'ai pas eu le temps d'aller voir Monument Park, ou j'ai pas eu le temps d'aller voir tous les trophées des World Series qu'ils exposent dans le musée, etc. Pas la peine. Ouais, bah si, quand même, moi j'ai envie de voir. Après, ouais, donc du coup, l'occasion principale pour laquelle j'y étais allé, c'était que le consulat de France à New York avait annoncé que c'était la French Heritage Night organisée au Yankee Stadium. Bon, il y avait rien au final. Hein. Il y avait juste une petite table où tu pouvais récupérer ta casquette, qui est très, très, très jolie. Mais il y avait rien d'autre que ça, mis à part qu'après, tu avais une place peut-être un peu moins chère que ça peut être d'habitude. Je crois qu'on a payé $50 pour les places, à peu près, pour moi et ma femme. Donc, du coup, mais il y avait rien d'autre que juste un petit stand où tu pouvais récupérer ta casquette avec le ticket que tu avais acheté. Et du coup, après, nous, en fait, on avait des sièges qui étaient vraiment tout en haut du stade. Mais au final, on s'est posé. Donc, tu as toute une zone au Yankee Stadium, là où tu peux acheter de la bouffe, etc. Où, du coup, tu as une espèce de balcon où tu peux voir le match. Et en fait, là, tu peux juste te poser. Tu as des tables. Après, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, du coup, vu qu'on est arrivé assez tôt, on a pu se poser là et voir le match d'un peu plus près à ce niveau-là. Donc, tu es juste au-dessus de la ligne de troisième base de notre côté. Et après, l'ambiance, c'était quand même une grosse ambiance. C'est vrai que
joue beaucoup de son au Yankee Stadium. Tu t'en rends un peu compte à la télé, mais vraiment quand tu es dans le stade, tu t'en rends compte que c'est quasiment tous les pitchs, ils ont un petit effet sonore à mettre. Donc après 3 heures, t'as les oreilles quand même qui bourdonnent un peu. Mais non, c'était en plus un match très serré, donc c'était sympa de voir tout ça contre les Royals. Donc, on a pu voir Bobby Witt Jr., c'était Cam Schlittler qui était au pitching, donc c'était aussi bien de voir le futur Cy Young lancer. Oh, pardon. Excusez-moi, Non, je après, vomis. voilà, pu voir un petit double de Judge, un home run de Ben Rice, le futur MVP. Et Ah la vache. Ah ouais. Non, contente-toi de je raconter ce que m'en tu as vais, je m'en vais. vécu. Non, non, après, en fait, c'était un match quand même tendu et c'était tellement bien d'être au milieu des fans quand bah, tu as le moment clutch qui arrive parce qu'on était, je crois, à 2-2 jusqu'à la 8e manche. Et c'est le héros improbable qui en plus sort son premier home run de la saison au bon moment, Ryan McMahon, et le stade qui vraiment exulte. Tu vois, enfin, tout le monde, enfin, t'as des jets de popcorn partout. Par contre, c'est un peu bon, gâchis de nourriture. Mais le stade vraiment qui exulte sur un moment où on se disait, bon, c'est McMahon, c'est mort. Et non, au final, il nous sort son premier home run de la saison. Et Bednar qui close ça. Alors, toujours un peu de tension avec Bednar, mais il close ça bien. L'entrée du closer aussi, toutes les lumières qui s'éteignent, assez impressionnant. Et tout le monde enfin, ouais, être vraiment au milieu des fans au moment où le dernier lancer arrive, la victoire est assurée. C'était quand même un moment particulier. Les Yankees n'ont perdu que 2 matchs depuis que je suis allé au stade. Je dis ça, je dis rien, mais je porte bonheur, je pense. Donc non, après, c'était assez cool. Je pense que j'ai pas eu le temps de faire tout ce qu'il y a à faire au stade, donc il faudra y retourner. Mais une bonne expérience au Yankee Stadium. Moi, j'aurais posé une crotte là-bas. Bon, bref. Je suis allé pisser. Les toilettes sont sympas aussi. Les toilettes sont J'aurais sympas. Le ruiné Yankee leur Stadium, c'est très chiotte. propre. J'aurais ruiné leur chiotte, rien que Et pour. non, et après aussi, dans les petites Et semaines. j'aurais écrit sur le mur. C'est Tu pour. peux. Comme ils le font derrière le Green Monster à Boston, tous les joueurs qui viennent écrire. Ouais, Je crois que j'irais c'est dire. Ouais, Schlittler qui a écrit Fuck Boston. Posada, enculé. Non, et après aussi, je suis allé en voir, français. du coup, Oui, en dans les, français. depuis, je suis allé voir aussi des petits matchs de college baseball. Donc, je suis allé, parce qu'il y a pas mal d'universités autour de Philadelphie où là, la saison un peu se termine. Donc, je suis allé voir UPenn qui jouait contre Brown. Et c'est aussi sympa de voir un peu les différences de niveau où des fois, ouais, il y a vraiment un gros écart. Et ça enchaîne pas mal les runs. Donc, ouais, je me suis mis aussi un petit peu au college baseball, aller voir des matchs en live de ce côté-là. Donc, c'était assez sympa. Plutôt Tu as cool. des équipes de D1 autour de Philadelphie en NCAA? Ouais, La Salle, je crois, qui est en D1, qui est une équipe de D1, donc l'université de La Salle. Je crois que Penn, ils sont pas. Donc, Penn, qui est la grosse université de Philadelphie, je crois qu'eux, ils sont Ivy League, donc c'est pas la D1, ils jouent contre les équipes d'Ivy League, etc. C'est un peu un système particulier, mais je crois que La Salle, ouais, ils sont en D1. Donc, on a pu aller voir un match c'était contre les Manhattan Jaspers. C'était assez sympa. Et Penn State, c'est loin de tout douter. Penn State, c'est un peu plus loin, en fait. C'est plus loin. C'est pas à Philadelphie, en fait. Ouais, je me doutais, mais généralement, Penn State, ils mettent ça en capitale de l'État. Penn State, ils sont bons, je crois aussi. Après, ils sont bons en foot, US, Ouais, ils sont Oui. bons. et en Pas mauvais au basket. basket. Ils sont pas mauvais partout, c'est un gros programme universitaire. Pareil, t'as Villanova qui est très très bon en basket aussi, qui est pas très loin de Philly. Mais voilà, donc c'était assez sympa. Ok, cool. Bon, plus rien à dire là-dessus. Non. Bon. On se quitte là-dessus, Jérém? Ouais. Ouais, Ouais, parfait. parfait. Eh ben, écoutez, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute, bien entendu. La preuve, c'est que vous nous avez trouvés, vous êtes en train de nous écouter et vous m'entendez, donc c'est que vous nous avez trouvés donc, sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Vous n'hésitez pas, ce que j'ai dit, liker, commenter, partager, faire un peu plus connaître le baseball en France, ce serait pas mal. On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives en ce moment, d'ailleurs, c'est très bien. Oui. Plutôt sympa, de nouveaux arrivants. Voilà, bon courage à eux. En tout cas, pour l'instant, c'est sympa ce qu'on voit. Maintenant,
il faut tenir. C'est une saison, c'est long. Hein, alors, courage les gars. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne nuit si vous allez dormir, un bon appétit si vous mangez, un bon caca si vous faites caca, mais jamais les deux en même temps. Hein. L'hygiène, c'est primordial. Et puis surtout, Safety first. exactement. Et surtout, un joyeux Noël. Et allez, on se quitte là-dessus. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Take the mound. This is first pitch. Take the mound. This is first pitch.